Bonjour à tous. Bon, ludique, je suis pas sûre. Je suis pas certaine d'avoir eu le meilleur sujet de l'après-midi, moi. Puisqu'on m'a demandé de réfléchir à la mesure de la valeur client, vous voyez, donc c'est peut-être un petit peu moins sexy que le reste, j'en suis désolée. Mais je suis ravie d'être ici. J'y ai passé quelques années, puisque j'ai eu la chance d'y être étudiante puis enseignante, puisque c'était mon vrai métier. Et effectivement, il y a quand même 12 ans que j'ai monté l'Une Merci. Ça fait un peu de temps maintenant. Et donc, je suis ravie de revenir ici. Le sujet est pas simple. On parle de temps réel aujourd'hui. Et effectivement, les défis en termes de relations clients, puisque c'est bien de ça dont on parle, il y en a 3 principaux et il y en a bien d'autres. En tout cas, c'est de 3 dont je vais parler aujourd'hui en 15 minutes. Les autres avaient 20, moi j'ai 15. Je le prends pas mal, mais voilà, et je vais y arriver. Le premier, c'est quand même la multiplication des canaux de collecte. On a beaucoup parlé de données aujourd'hui, de big data, tout ça. Aujourd'hui, on collecte de la donnée où ça, de manière assez pragmatique. On en collecte dans des magasins. On en collecte de plus en plus avec des techniques qui viennent du web, qui vont dans le magasin, notamment de mesure du nombre de visiteurs qui rentrent et de calcul de taux de conversion en faisant un rapport assez simple, comme on fait en web, entre le nombre de visiteurs qui rentrent dans un magasin physique et le chiffre d'affaires généré. Donc on fait des pilotages comme ça au magasin. Même le nombre de visiteurs qui passent devant la vitrine. Il y a beaucoup de mesures comme ça qui sont faites. Et puis bien sûr, une manière individuelle avec toutes les mécaniques d'encartage et autres. On a le web qui est une source de données très très volumique. Les réseaux sociaux, je suis désolée, j'ai indiqué Facebook qui est quand même le plus gros générateur aujourd'hui de data. Évidemment, dans le monde des réseaux sociaux, vous venez de parler de Twitter, il y en a d'autres. Et puis le mobile, le QR code, c'est un bon exemple. Donc on a déjà plein de manières de collecter de la donnée, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça se multiplie par le type de données collectées. Le type de données collectées, il y a de la donnée de contact. La donnée de contact, c'est un truc dont on a l'habitude. L'email de repli, le nom, prénom, l'adresse, le numéro de mobile. Il y a des nouvelles données dans les données de contact. Le Facebook User ID, c'est un petit numéro, ce qu'on appelle le token, et bien sûr les cookies. Et finalement, on parle de big data. Le reste, c'était gérable dans des technologies classiques, on va dire, celles que tout le monde connaît, SQL. Maintenant qu'on travaille le cookie de manière individualisée, on parle de big data, on parle de volumes qui ne sont plus gérables dans des technologies classiques. C'est pas pour ça que les technologies cohabitent pas. La big data, ça va pas forcément, ça va même de manière très certaine par remplacer tous les systèmes d'information. Par contre, il va y avoir des bases qui vont coexister sur des technologies hétérogènes. Et donc, on est dans un monde où c'est beaucoup plus dur d'avoir une vision intellectuelle simple. Avant, on avait des beaux schémas. Moi, j'ai jamais été consultante, mais des beaux schémas avec une base au milieu bien propre, bien rangée, des actions autour. C'est plus possible. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a plein de bases de données qui doivent se parler entre elles avec des technologies hétérogènes. Donc, c'est assez pénible intellectuellement. C'est beaucoup moins propre en termes de données, le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et puis des types de données où on avait de la donnée socio-démographique, ça c'est assez simple, des comportements d'achat. Pendant des dizaines d'années, on a travaillé quasiment que là-dessus. Aujourd'hui, on a du comportement de navigation, de la réaction par canal, on a de l'attitude, on a tout ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire les données qui vont remonter, par exemple. Évidemment, quand l'utilisateur nous en donne l'autorisation, la privacy, c'est quelque chose d'important, on peut savoir sur un consommateur qui est fan de sa marque, de quelles autres marques il est fan. C'est des signaux faibles qui vont aller nous intéresser. Je ne sais pas, quand on s'intéresse par exemple aux femmes enceintes, c'est une cible qu'on travaille beaucoup, notamment en grande consommation. Bien sûr, on va essayer d'aller détecter des pages qui nous permettent de remonter cette donnée sans avoir à poser la question. Et puis bien sûr des données sociales. Donc on voit bien qu'on a quand même, ça se complexifie assez violemment.
Ça se complexifie, et puis tout ça, il faut quand même le faire cohabiter avec des visions qui sont gérables, on va dire, intellectuellement et par les gens de marketing. Mon avis, et chez Mille Merci on travaille comme ça, c'est qu'on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui tout le marketing devient ce qu'on appelle customer driven, c'est-à-dire déclenché en temps réel par des données issues du consommateur. On doit faire coexister des marketing différents et des visions différentes. Dans le domaine du voyage, quand j'ai du Marrakech à 250 €, on est sur une pure vision supply driven, je vais le vendre, et évidemment, on n'est pas dans une problématique d'hyper-personnalisation. Par contre, quand je vais vouloir vendre du Bali sur un ticket moyen à 2500 €, là, la problématique, elle est différente. Ma marge aussi, d'ailleurs, est différente. C'est peut-être pour ça que dans ces moments difficiles, tout le monde se met sur la partie customer driven, parce que les marges sont plutôt plus sympathiques. Mais il faut bien faire coexister ces deux visions-là. Vous le disiez très bien juste avant. La stratégie coupon, c'est pas un gros mot, quoi. En grande conso, on en fait. On est dans la stratégie supply driven. Ça s'associe avec des visions consommateurs, mais on a bien les deux qui coexistent. Ensuite, la complexité, c'est de mesurer l'impact de chaque stratégie sur les ventes. Et puis ça, on peut le faire à un niveau individuel, et puis à un niveau de segment. Moi, je vois plein de gens où on me dit le segment est mort. Alors, c'est vrai que le segment n'est pas hyper en forme ces derniers temps. La vision statistique classique qui est de dire je prends une base de données, je la coupe en morceaux et je m'adresse à mes clients différemment par segment, on l'utilise encore aujourd'hui, mais on l'utilise plus pour arriver à se représenter mentalement ces différents segments clientèle que finalement pour faire des actions différentes. On en fait, mais de moins en moins. On en fait notamment sur la partie promotion pour aller toucher des segments d'individus qui sont réactifs à la promo et pas toucher ceux qui ne le sont pas pour pas aller dégrader la valeur perçue de la marque. Donc on est plutôt sur des stratégies d'exclusion de segments que sur des stratégies d'inclusion. Donc on a des personnalisations qui sont très différentes, et puis on a quand même une multiplication des canaux de contact, à la fois en push et en pull. Parce que le marketing, c'est quand même aussi du push. On ne pourra jamais faire du marketing que en pull. Donc on aura besoin d'aller parler à ses clients, évidemment, si on prend les réseaux sociaux, c'est tout le bout de la flèche. On a les deux stratégies à l'intérieur de ce canal-là. Mais il y a bien un moment où, pour amorcer les choses, on est obligé on doit aller parler à son consommateur. L'espèce de rêve merveilleux qui serait qu'on n'est plus que dans des stratégies pull, c'est pas possible à réaliser. On n'atteint pas les objectifs avec ça. Donc il faut mélanger ça en plus avec la problématique des canaux relationnels, puisqu'on a, sur les 10 dernières années, on a une multiplication absolument incroyable des canaux relationnels. Donc, il y a une dizaine d'années, on avait l'email. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ça reste quand même aujourd'hui le canal de contact qu'on a pour lequel on a le plus de volume dans les bases de données de nos clients. Évidemment, cet email aujourd'hui, il est beaucoup lu sur le mobile, donc finalement c'est juste un format en fait, puisqu'on a en moyenne entre 20 et 30%, ça dépend des annonceurs, mais des gens qui lisent leurs emails sur le mobile. On a sur le mobile, en plus de ça, on a tout ce qui est push notification, qui est un outil extraordinaire, notamment en géolocalisation. C'est finalement le seul outil qui nous permet d'en faire de manière intelligente, le SMS, qui n'est pas très sexy technologiquement, mais qui reste excessivement puissant parce qu'on atteint 95% des consommateurs. Tout ce qui est réseaux sociaux, et puis Marco Tinelli en a parlé précédemment, ce qu'on appelle le CRM, ou le PRM display chez nous, qu'on peut appeler le RTB, le real-time bidding. Alors je ne sais pas si c'est tout quand il a fait référence aux ad exchange, au fait où tu as parlé de DMP toi surtout,
il y a plein d'acronymes, c'est le bonheur, hein, c'est nouveau, on adore ça en marketing. Et alors quand vous mettez des gens d'Internet avec du marketing et que vous les laissez un peu se faire plaisir, ça fait plein de nouveaux mots. Donc on vit, là, on revit depuis, on va dire 2 ans, une magnifique révolution technologique autour de ça, puisque on va dire que les bannières, maintenant, on peut les acheter en temps réel, et donc ça devient un nouveau contact, un nouveau canal relationnel. Donc ça complexifie encore la façon dont on peut s'adresser aux consommateurs, et pour les équipes marketing, ça rajoute une couche dans le millefeuille qui est extrêmement puissante mais extrêmement compliquée. Donc la big data, de manière effective, c'est le croisement entre ce nouveau canal relationnel qui est le CRM display et l'augmentation des volumes de cookies dans les bases de données qu'on opère. Aujourd'hui, les volumes, on est dans du teraoctet pour un annonceur tout à fait normal, hein, donc c'est des gros volumes. Et la valeur client dans tout ça, alors avant c'était assez simple le monde. En fait, la valeur client c'était mesuré avec des composantes objectives. Moi quand j'ai fait mes études, on mesurait la valeur client avec des composantes objectives qui étaient la valeur passée, la valeur future. On faisait un petit peu d'actualisation quand on aimait les stats. C'était pas, en termes de modèle, c'était pas hyper compliqué non plus. Et là, ça nous met, les médias interactifs nous mettent un peu le bazar parce qu'on a plein de composantes subjectives qui arrivent dans cette mesure de la valeur client. L'utilisation du site, vente, fonctionnalité. Si on prend un client, par exemple, chez nous comme Price Minister, le fait qu'un client mette des produits en vente, il nous fait pas de chiffre d'affaires quand il met un produit en vente. Par contre, de facto, il augmente la valeur du système et donc on doit impacter la mesure de sa valeur client. Bien sûr, sa valeur participative, le bouche à oreille, le viral qu'il peut faire. On l'a très bien vu dans l'exemple précédent sur Schweppes. Vous avez dans les individus des gens qui ont une très forte valeur virale, même si peut-être ils n'ont pas acheté de Schweppes sur la période. Pour vous, ils ont une très grosse valeur client. La valeur média, parce qu'on a des gens qui ont des modèles de plus en plus hybrides, c'est des marchands, mais en même temps ils vendent des pages vues, donc finalement la valeur média, par exemple chez les opérateurs mobiles, c'est un modèle, et puis tout ce qui est valeur contributive. Donc la valeur contributive, ça veut dire que on sait par exemple que les avis clients, ça augmente le taux de transformation sur un site. Donc un client qui va avoir tendance à mettre des avis clients sur les produits qu'il achète, mécaniquement, il a plus de valeur qu'un individu qui en met pas. Donc on doit aller impacter ce calcul dans le calcul de la valeur client. Donc on a une complexité dans cette mesure de la valeur client qui augmente et c'est pour ça que c'est intéressant, mais plus challenging en termes statistiques purs. Dans ce cadre-là, nous, on fait beaucoup de recherches. Voilà, on en fait par exemple avec l'Université de Montpellier. Alors, c'est une recherche qui a été présentée pour la première fois dans le cadre avec Pierre Vol, qui est là aujourd'hui, je crois, dans le cadre du Center for Customer Management qu'il a créé à Dauphine. Et c'est une étude où c'est pas parce qu'on est dans la big data, c'est pas parce qu'on est sur les médias interactifs qu'on peut pas continuer à faire de la recherche académique qui a beaucoup de valeur. C'est ce qu'on fait. Donc là, c'est les leviers de la fidélité, en fait. Comment on calcule de la fidélité dans tous ces nouveaux environnements. Alors, c'est un petit peu académique, voilà. Mais c'est bien, on est dans une université, c'est important d'avoir quelques slides un peu académiques quand même. Il faut pas oublier ses racines. Donc les leviers de la relation client, donc ça c'est des variables qui ont été données dans la littérature. Donc il y a la qualité de service du site, le ICRM, c'est-à-dire la communication, et puis le social CRM, c'est une des premières fois que ça a été mesuré en fait. Donc c'est la capacité de commerçants à faciliter l'échange. Et on arrive avec un modèle de recherche qui est assez intéressant et qui montre
Déjà, oui, déjà, il montre qu'on a des liens positifs entre les variables, ce qui est quand même rassurant d'un sens, hein, c'est-à-dire, par exemple, on pourrait se dire, la politique relationnelle a un impact négatif sur la fidélité, ce qui serait pas une bonne nouvelle pour nos métiers, vous voyez. C'est possible, hein, parce que les chercheurs ils mesurent et puis des fois on a des résultats, comment dire, qui font mal au modèle. Mais de fait là c'est positif, c'était cool. Et on a des données. Alors la confiance, on a un petit problème de mesure sur. C'est pour ça qu'il n'est pas en violet. Mais en tout cas, on a la crédibilité et la bienveillance qui ont un aspect positif sur un impact positif sur l'engagement. On en a beaucoup parlé de l'engagement ce matin. C'est une variable excessivement complexe à mesurer. Ça fait 2 ans, nous, qu'on est dessus. On travaille beaucoup avec des chercheurs. C'est très compliqué. Mais en tout cas, on arrive à avoir un modèle où on relie des leviers avec des items de confiance, de l'engagement et de la fidélité. Donc, on peut utiliser les médias interactifs pour avoir de manière quantifiable un impact sur la fidélité. Ce type de modèle, c'était aussi quand même pour qu'on se rappelle ensemble que mesurer un impact en marketing, c'est pas manichéen, c'est pas quelque chose de simple. Les modèles de mesure, c'est des modèles compliqués qui vont jouer sur des items à la fois quantitatifs et qualitatifs, et qu'il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers sur les mesures de ROI. C'est beaucoup plus fin, ça fait des dizaines d'années que les chercheurs travaillent dessus, et il faut continuer à avoir une vision, on va dire, un peu holistique de ces mesures-là. Donc les contributions de cette étude de recherche, et j'en aurai fini dans les temps, déjà ils ont hein, parce que c'est eux, ils ont réussi à mettre en relation des perceptions identifiées dans la littérature avec des comportements d'achat réels sur des sites très différents, utilitaires et hédoniques, qui intègrent des rôles médiateurs de la confiance et de l'engagement. Donc ça c'est toujours hyper important, les variables médiatrices. Et donc, on peut avoir des effets, enfin des analyses de les effets, par exemple, de la fréquence des mails ou de la différence entre ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les stratégies customer-driven et supply-driven. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Venez vous asseoir. Effectivement, alors... Disons que c'est peut-être moins glamour, il n'y a pas de film comme dans la Villa Schweppes, mais par contre c'est très structurant par rapport au débat de ce matin où on voyait que tout le monde manquait de repères. Là on est dans le concret et avec des repères, en quelque sorte. Il faut s'en reconstruire des repères, s'en reconstruire en termes marketing, c'est-à-dire arriver à mesurer... ce qui marche, sur quels items, évidemment des items de chiffre d'affaires, mais pas seulement, aussi des items de marque. Et tous les modèles aujourd'hui sont à reconstruire et il faut les réinventer, ce qui va prendre un peu de temps quand même. Vous êtes une entreprise jeune, effectivement, vous prouvez le mouvement en marchant, mais j'ai noté simplement que vous êtes doté, par exemple, d'un comité scientifique. Est-ce qu'il y a d'autres conseils comme ça, si je puis poser cette question-là, enfin, de ce que vous avez écouté tout à l'heure, est-ce qu'il y a des pistes plus précises ou en termes de changement du business model des entreprises et de l'organisation, peut-être du marketing, vous pourriez nous dire quelles sont vos pistes préférées ou ce que vous donneriez comme conseil? Comment dire je pense que, moi je viens du monde de la recherche académique. J'ai créé Mille Merci totalement par hasard il y a 12 ans. J'étais absolument pas entrepreneur dans l'âme. J'adorais la recherche. Je pense qu'en France on a des très belles écoles, des très beaux laboratoires, et le pont entre le monde académique et le monde réel, comme on dit dans les universités, enfin le monde de l'entreprise, doit venir encore enrichir le marketing. On est encore un peu en retard en France là-dessus, je pense. C'est dommage parce qu'on a de magnifiques viviers dans les universités et les écoles.
Ça a peu évolué finalement, 10 ans encore, mais je suis certaine que les médias interactifs, de par la nécessité qu'on a de modéliser. On a besoin de modéliser aujourd'hui ce qui se passe. On a besoin de modéliser les comportements des consommateurs, consommateurs qui vont très vite, vous l'avez dit, et donc il faut d'autant plus essayer de les comprendre et de modéliser ce qu'ils font. On ne sera plus jamais devant les consommateurs, moi j'en suis persuadée. Donc, quitte à être derrière, autant bien comprendre ce qu'ils font, quoi. Sinon, d'abord, le métier de marketing est moins intéressant, sinon. Et puis surtout, on n'arrivera plus à montrer qu'on fait du ROI, c'est certain. Une question dans la salle sur peut-être cette question du ROI, s'il vous plaît. Je vous avais laissé le temps, peut-être, de... Je comprends, c'est pas un sujet facile. Moi aussi, j'ai du mal. Donc, franchement, et puis... Non, on a rattrapé, on est pas mal. Ne vous brimez pas. En termes de... Quand on parle des big data, est-ce qu'on peut avoir... j'ai une question de novice. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien de données type on est passé pour une société, ça dépend évidemment de la taille de la société, mais c'est quoi les nouvelles échelles de valeur ? C'est pas facile. Pour vous donner, alors, on va dire une belle entreprise qui avait, allez, on va dire, je cherche un exemple, 15 millions de clients en base, donc à peu près pareil, on va dire 12 millions d'adresses email et de numéros de mobile. Si on parle de cookies, en appel de cookies purs, c'est des gens sur lesquels on archive à peu près 1 milliard d'appels par mois. Donc c'est pas du tout les mêmes sphères en fait. Donc c'est pas non plus les mêmes technologies. Vous avez entendu parler d'Hadoop. Il y a une très jolie techno qui s'appelle Vertical. Vertical, c'est des mecs hyper malins. Ils se sont dit, finalement, dans la donnée, mais parce qu'on a tendance à la ranger en 2 dimensions, puis après on a fait des cubes en 3 dimensions, et eux, en fait, ils la rangent tout droit en colonne, parce que du coup, ils peuvent faire des sommes en bas de la colonne. C'est une magnifique technologie pour avoir de l'accès à la donnée. Donc on est dans ces nouvelles technos qui font face à une métrique qu'on ne sait pas gérer aujourd'hui. On ne peut pas gérer des bases, des DMP en SQL Server, quoi. C'est pas possible. Ça marche pas. Ok. Je fais à nouveau un petit appel à la salle, mais je vois qu'aucune main ne se lève pour l'instant. Eh bien, écoutez, merci encore une fois. Merci à vous. Merci.